À 1 contre 15, le face-à-face Bretagne-France est trop inégal, surtout quand l'Angleterre ne joue plus qu'un rôle réduit sur le continent. Après plusieurs tentatives et une lourde invasion, Anne de Bretagne doit consentir à un rapprochement avec le royaume de France qui passe par 2 mariages royaux. Anne fait de gros efforts pour amener la paix tout en conservant la direction effective de son duché. C'est ce que Jean-Jacques Monnier nous fera découvrir dans ce nouvel épisode de notre série La Bretagne en histoire. La ruine des espoirs bretons, Saint-Aubin-du-Cormier. Oui, c'est ça, parce que une partie des grandes familles bretonnes avait rejoint le roi de France, parce que lui, il prélevait moins d'impôts que le duc de Bretagne. Et la défaite, donc, va entraîner un traité qu'on appelle le traité du Verger, qui va lier la Bretagne et la France. Et la Bretagne devra consulter la France pour le mariage de son héritière, parce que François II va laisser une fillette de 11 ans, Anne de Bretagne, au pouvoir toute seule, lorsqu'il va mourir, la même année que la défaite de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488. Quand j'ai beau du vent éclairé, la nuit autour, quand c'est désormais je brille un jour brise. Quand j'ai beau du vent éclairé, la nuit autour, quand c'est désormais je brille un jour brise. Chante de mes vents, soit pas qu'en faisant la guerre, chante de mes vents les amis du chante de mes vents, soit pas qu'en faisant la guerre, chante de mes vents les amis. Bretagne, fin du XVe siècle. Anne de Bretagne qui va avoir à subir les affres du mariage avec un souverain qui était quasiment pas intéressant, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est ça, oui. Donc dans un premier temps, la chancellerie bretonne, donc le gouvernement breton, essaye de négocier avec l'Autriche pour marier Anne de Bretagne à Maximilien d'Autriche, qui était l'héritier de la couronne d'Autriche, personnage très puissant. Ça aurait permis à la Bretagne d'échapper à l'annexion française. Il n'y avait pas de danger du côté autrichien. Ce mariage a eu lieu. Le mariage a eu lieu par procuration. C'est-à-dire qu'un notaire est venu dans la chambre d'Anne de Bretagne et a mis le pied sur le lit d'Anne et on a signé un papier, donc un acte notarié indiquant qu'Anne de Bretagne devenait l'épouse de Maximilien d'Autriche. Alors aussitôt, le roi de France va intervenir très brutalement. Les troupes reviennent, procèdent à beaucoup de destruction. Et le roi de France va faire pression sur le pape pour que le pape annule ce mariage-là. Et il va également demander au pape d'annuler le mariage du roi de France lui-même, Charles VIII, pour qu'il soit libre et qu'il puisse ainsi épouser plus ou moins de force Anne de Bretagne. Ça n'a pas dû être drôle pour elle. Non, il y avait quand même un traité, une sorte d'accord négocié, un contrat, qui prévoyait que la Bretagne resterait administrée par Anne de Bretagne et ne serait pas intégrée au royaume. Fin 1490, Anne de Bretagne a épousé Charles VIII, qui ne l'aimait pas, bien sûr. C'était un mariage uniquement politique et qui était préoccupé par bien d'autres choses. Une question, avant de revenir un petit peu à Anne de Bretagne. Il y a eu la découverte de l'Amérique entre-temps. Ah oui, entre-temps, donc, le commerce mondial s'étend rapidement, après 1492, vers les Amériques. Et les Bretons sont présents, puisqu'on voit que quelques années après, des bateaux bretons sont pris par des Portugais au Brésil.
Donc les Bretons sont sur toutes les mers, et y compris dans les très grandes distances. Et ils participeront, on sait en 1534 par exemple, à la découverte du Canada avec Jacques Cartier. Donc il lui-même était breton. Oui, c'est ça. Alors on dit que les cartes maritimes bretonnes étaient d'excellente facture. Oui, il y avait un atelier de cartes au Conquet, donc pas très loin de Brest. Et ces cartes étaient sans doute les meilleures d'Europe, parce que simplement les Bretons et les navigateurs bretons étaient présents partout, donc ils pouvaient ramener des observations sur la profondeur. Et c'est finalement ceux qui sont présents sur le plus de mer qui peuvent faire les meilleures cartes. Armée bretonne défaite, mariage inévitable avec Anne de Bretagne qui n'était pas d'accord. Oui, Anne de Bretagne n'a que 11 ans, donc il faut imaginer la situation du duché quand Anne de Bretagne se retrouve orpheline à 11 ans. Duchesse, la cité est perdue. Il faut fuir. Non, il faut se rendre. Duchesse, Croyez-vous que je n'ai connaissance de ce qui m'attend? Du sort réservé au duché? Qu'adviendra-t-il si nous persistons à ignorer les ravages causés par ces belligérances? Les manœuvres de la Dame de Beaujeu sont aussi redoutables que les hordes de la Trémouille. Les Bretons sont las des guerres, des sacs et des chevauchés qui piétinent le pays. Les alliances se sont étiolées. D'Albret a livré Nantes aux Français. Nous sommes bien seuls. que nous reste-t-il? La Bretagne, mon ami, et les Bretons qui escomptent la paix. Il faut raison garder. Le roi Charles et son hoste sont les maîtres du jeu. S'ils doivent disposer de mon corps, de mon esprit, mon âme sera pour Dieu, mon cœur pour la Bretagne. Allons, mon ami, ne faisons pas attendre ces messieurs. Le sang n'a que trop coulé sur la vaillante Armorique. Donc cette fois, Anne de Bretagne ne peut pas y échapper. Elle doit épouser le roi de France, son ennemi. Disons que Charles VIII n'a aucune estime pour Anne de Bretagne, qui le lui rend bien. Et donc c'est un mariage purement politique. Et d'autre part, Charles VIII se plaît surtout à la chasse ou dans des fêtes ou en tournée militaire. Et donc il n'y a vraiment pas de vie familiale. Ce qui veut dire qu'entre les deux, c'était plutôt à couteau tiré, en fait. C'est ça. Hein. Anne de Bretagne veut marquer son territoire, affirmer son pouvoir sur le duché, et son mari réussit à lui soustraire Saint-Malo notamment, et à supprimer la chancellerie, c'est-à-dire une politique d'affaires étrangères pour la Bretagne. Et Anne de Bretagne, un peu plus tard, donc, fait construire une tour à Saint-Malo qui s'appelle la tour Quicangroigne, ce qui veut dire que vous êtes breton, Quicangroigne, même si vous n'êtes pas content de l'être. Comment vit-elle Anne de Bretagne à l'époque de son mariage? Donc après son mariage, elle va vivre dans les différents châteaux de la Loire avec le roi de France, tout au moins avec la cour, parce que le roi de France est souvent parti. Elle revient de temps en temps au château de Nantes, mais elle est quand même souvent éloignée de force de la Bretagne et elle en souffre beaucoup. Donc heureusement pour elle, quelques années après, en 1498, Charles VIII a un accident et meurt. Anne de Bretagne donc se retrouve libre. Et par traité, elle va à nouveau épouser un roi qui va être le roi Louis XII, mais les rapports sont bien meilleurs et Louis XII sera relativement respectueux des droits bretons. Son premier mari, il faut le dire, est mort bêtement. Hein. Oui, donc il se cognait la tête contre un linteau, faute de s'être baissé suffisamment, et ce qui va le conduire donc au cimetière. Son deuxième époux, Anne de Bretagne, c'était un ami d'enfance quasiment. Oui, donc Louis XII, même à l'époque où Anne de Bretagne avait eu beaucoup de problèmes, Louis XII, qui était également jeune, avait plus ou moins été opposé au roi de France de l'époque et soutenu les revendications bretonnes. Enfin, là, il se retrouve roi de France, mais les rapports entre eux sont confiants et relativement bons. Et du coup, elle a plus de liberté aussi. Hein. Elle a plus de liberté et même elle marque son territoire en faisant un trobrace au début du XVIe siècle. Et elle parcourt la Bretagne, elle traverse les villes bretonnes et elle a un accueil extraordinaire. Et ce qui montre donc que c'est encore elle, la duchesse. Les Bretons retrouvent leur souveraine. Ce voyage-là la conforte pour maintenir l'indépendance du duché, parce que le duché est sous sa direction à elle, il n'est pas sous la direction de son mari Louis XII. Elle parlait breton, Anne de Bretagne?
Non, elle a certainement eu des cours de breton. Elle a presque toujours vécu en Haute-Bretagne et ensuite, une fois reine, elle a vécu essentiellement en France. Donc elle ne connaissait pas le breton de façon courante. Une souveraine éclairée. Oui, c'était une humaniste, une femme cultivée pour l'époque et qui avait autour d'elle des poètes, des artistes. Elle était relativement mécène. Mais la santé d'Anne de Bretagne se dégrade. Sa mort prématurée, à 37 ans, sans héritier masculin, prive le duché de Bretagne de son dernier défenseur influent. Malgré ces difficultés, la Bretagne va encore vivre de grands moments, de riches heures. C'est ce que l'on découvrira avec Jean-Jacques Monnier dans le 8e épisode de notre série La Bretagne en histoire. À bientôt!